Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Nous sommes le mercredi 5 juin, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Et voici les titres qui seront développés. Et de une première victoire dans cette finale du championnat de France de basket. La Roca Team n'a pas loupé son rendez-vous devant ses spectateurs hier face à Paris, 90-80. Le résumé de la rencontre dans quelques instants. Depuis 1972, le 5 juin est la journée mondiale de l'environnement, une thématique chère à la principauté, marquée par de nombreuses activités comme un grand ramassage de déchets, un escape game ou encore un jeu de loi. Nous vous présenterons la nouvelle exposition du NMNM à la Villa Paloma qui ouvrira ses portes ce vendredi et consacrée à l'artiste espagnol Miquel Barceló qui se transforme pour l'occasion en océanographe. Du côté du Larvoto, la 4e édition du prix de photographie environnementale. Vous pourrez y admirer de grands et magnifiques clichés de notre planète sur l'esplanade. Nous vous parlerons de 2 manifestations qui mettront l'art en avant début juillet avec Art Monte Carlo Grimaldi Forum et Monaco Art Week un peu partout en principauté. Et en fin de journal, vous saurez tout sur le Rinquinquin, un vin blanc du Luberon macéré dans de la pêche de Provence. Le Rinquinquin était la star du 3e concours de mixologie. Débutons ce journal par du basket. Monaco, champion de France en titre, espère réaliser le doublé cette saison. Mardi soir à Gaston-Médecin, la Roca Team a parfaitement entamé la défense de son titre avec une victoire 90-80 face au Paris Basket lors du match 1. Le résumé de la rencontre est signé Frédéric Elion et Alexandra Marangoni. Le champion a donné le ton sans Donatas Motiejunas et John Brown. La Roca Team a nettement dominé le Paris Basket mardi soir à Gaston-Médecin pour remporter le match 1 des finales de Betclic Elite. Les grands joueurs brillent dans les grands matchs. De retour après une blessure à la hanche et une série discrète face à Bourg, Mike James a porté son équipe mardi soir. 10 points en 5 minutes, avec notamment cette action impactante des 2 côtés du terrain. Le numéro 55 a tout fait et ne semblait pouvoir rien rater en première mi-temps. Un circus shot improbable dos au panier ou encore ce tir du milieu de terrain incroyable au buzzer du deuxième quart-temps. 46-30 pour Monaco à la mi-temps avec 21 points de Mike James et un vilain 0 sur 10 à 3 points pour Paris. L'écart va monter à plus 24 dans le 3e quart-temps grâce à Elio Kobo, puis Monaco va se relâcher. Les 2 pistoleros parisiens, TJ Shorts et Nadir Rifi en profitent. 17 points, 6 passes pour le MVP de la saison régulière, 18 points à 6 sur 15 au tir pour l'arrière français. Paris revient à -9 sur ce tir d'Ifi, mais Mike James en mode patron plie l'affaire. Un gros tir à 3 points pour sceller la victoire et 31 points pour lui au final. 90-80, Monaco prend le match 1. Rien n'a encore fait, mais c'est un bon premier pas vers ce qu'on veut montrer. On a été agressif dès le début, on leur a rien donné de facile. Et voilà, on a su creuser un écart rapidement qui a fait que, après, si on contrôle correctement le match, ils ne peuvent pas revenir. Contre Bourg, on a fait l'erreur de laisser un match à la maison. Là, c'est pas ce qu'on veut. On veut prendre les 2 matchs à la maison. On sait que c'est des matchs qui coûtent cher, les matchs à la maison. Donc voilà, pour s'assurer, j'ai envie de dire au minimum un match 1 qu'il faut qu'on gagne dans 2 jours. Donatas Motiejunas, touché à la cheville, pourrait faire son retour pour le match de jeudi soir. Jeudi soir, 18h30, au Louis II. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, de nombreuses actions ont été menées ce mercredi en principauté par plusieurs partenaires tels que les aires marines protégées, la SMA, la direction de l'environnement ou encore la mairie. Le reportage de Christine Datomel et Lionel Bernardi. Diverses opérations étaient organisées en principauté pour mettre en lumière cette journée mondiale de l'environnement. Du côté du Larvoto, le tri et les déchets marins étaient à l'honneur aujourd'hui. Les passants pouvaient participer à divers ateliers mis en place pour l'occasion. Ramassage des déchets sur la plage, escape game, poubelles connectées, jeux de loi géants ou encore frise sur les déchets ménagers. Des actions qui avaient toutes pour but de mieux faire comprendre l'importance du tri. L'impact que peut avoir un déchet sur l'environnement, à partir du moment où il est jeté pas dans la bonne poubelle ou qu'il n'est pas trié, effectivement les retombées sont quand même assez conséquentes. Déjà, il faut faire passer le message, donc sans cesse sensibiliser, partager nos expériences, notre quotidien. Alors ça va des écoles jusqu'aux résidents, en passant par les entreprises. Je vais être franc, je dirais que les petits c'est notre meilleur public, parce que vraiment on a un partenariat avec la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Donc c'est tous les ans, c'est des milliers de gamins qui sont sensibilisés en école.
Et puis les gamins, quand ils rentrent à la maison, se chargent de faire le job et puis sensibilisent les parents. Donc c'est double effet et ça fonctionne plutôt bien. Du côté du jardin exotique, l'environnement était aussi au cœur du parc Princesse Antoinette avec un marathon des fresques, une manière originale de parler de la sécheresse, du changement climatique, de l'eau, du compost ou encore de l'économie des océans. Il faut s'adapter un petit peu au changement climatique, donc surtout à la sécheresse, puisque la sécheresse, ça transforme bien sûr nos sols, donc ça a un impact sur l'eau, sur la nourriture. Donc il faut envisager des solutions à cette problématique. Donc tout le monde est content de se retrouver et de faire justement, c'est des jeux de cartes, donc ça reste assez ludique, donc vraiment de participer, de jouer un petit peu ensemble sur un sujet sérieux aussi, puisque c'est l'environnement. Donc il y a un très très bon esprit. Une journée qui a donc permis aux différents acteurs impliqués dans l'environnement de mieux faire comprendre les enjeux et de partager les diverses possibilités et solutions qui s'offrent à nous au travers de supports ludiques et originaux, des actions qui semblent avoir sensibilisé le public, notamment les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Le reste de l'actualité en bref, Gabriel Revel, ambassadeur représentant permanent de la Principauté de Monaco auprès du Conseil de l'Europe, et Björn Berge, secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe, ont renouvelé l'accord de contribution volontaire entre Monaco et cette organisation. Monaco s'engage par cet accord à soutenir les activités du Conseil de l'Europe. Sachez pour les candidats désireux de bénéficier d'une bourse d'études ou de promotion sociale pour l'année universitaire 2024-2025, que les démarches en ligne sont désormais disponibles sur le portail monguichet.mc. Nous allons ouvrir une large page culturelle avec pour commencer la présentation de l'exposition du nouveau Musée national de Monaco à la Villa Paloma à partir de ce vendredi consacré à un artiste espagnol, Miquel Barcelo, et nous sommes avec le directeur et co-commissaire de l'exposition, Björn Dahlström. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Avant de parler de cette exposition, nous avons aujourd'hui appris la disparition de l'artiste Ben, mort dans sa maison niçoise à l'âge de 88 ans. Un mot sur cet artiste original, atypique. Oui, un artiste essentiel et vraiment de la région. Je pense que la Côte d'Azur est orpheline et même au-delà des frontières, évidemment, de notre région. Mais une grande figure qui a appartenu au mouvement Fluxus, qui a contaminé avec ses écrits, on le sait, tout le monde et au-delà du monde de l'art. Donc c'est une véritable perte. Je m'étonnais, je l'imaginais même plus jeune. J'en parlais très récemment à déjeuner avec des amis conservateurs et je m'étonnais qu'il ait eu 88 ans. Je l'imaginais plus jeune, ou j'avais voulu le garder plus jeune dans mon esprit, probablement parce qu'il était ce qu'il était. On pourrait imaginer dans l'avenir une exposition à NMNM, par exemple, consacrée à Ben, ça pourrait se faire ? Bien sûr, c'est tout à fait envisageable, évidemment. Et encore une fois, il appartient à cette région. C'est une grande figure niçoise et de la Côte d'Azur. Je le rappelle, donc l'artiste Ben, Benjamin Vautier de son vrai nom, a été retrouvé mort dans sa maison niçoise ce mercredi. Mais nous sommes ensemble, comme je l'ai dit précédemment, pour parler d'une nouvelle exposition à la Villa Paloma avec l'artiste espagnol Miquel Barcelo. La mer, les océans sont au cœur de cette exposition, hein. Oui, elles sont au cœur de cette exposition et elles sont au cœur de sa propre vie. Tout ça est très logique et il nous a fait la confidence il y a assez peu de temps, étonnamment, alors que le processus de préparation de l'exposition date. Les premières rencontres avec l'artiste datent d'il y a 3 ans. Il est mallorquin, Miquel Barcelo, il est né sur une île et c'est presque l'élément premier. Il dit qu'il a peut-être appris à nager avant d'apprendre à marcher et il m'a révélé il y a quelques jours que s'il n'avait pas été peintre, il aurait peut-être été océanographe. D'accord. D'où le nom de l'exposition. D'où le nom de l'exposition et cette exposition évidemment qui se tient à Monaco. Donc c'était l'idée de faire écho évidemment à cette tradition de cette science qu'est l'océanographie et surtout de l'importance qu'elle a en principauté grâce au prince Albert Ier, au musée océanographique qui a été inauguré, vous le savez tous, en 1910. Et donc ça nous semblait pertinent parce qu'il y a une approche aussi un peu scientifique dans le travail, enfin en tout cas d'observateurs, d'explorateurs, de voyageurs chez Miquel Barcelo qu'on essaie dans cette exposition de restituer à travers plein de thématiques et surtout presque 80 œuvres qui couvrent 40 ans de carrière. C'est une sorte de petite rétrospective sous le prisme exclusif de la mer et des océans, chose qui n'avait jamais été faite jusqu'à présent autour de cette figure qui est Barcelo, qui est, je le rappelle, de renommée internationale. C'est quelqu'un qui est montré dans le monde entier, qui est une très grande figure de la création et qu'on a la chance de pouvoir montrer ici à Monaco. Oui, que va-t-on pouvoir découvrir ? Vous parlez de 80 œuvres, parce que c'est varié, hein, ce sont des peintures, des broderies, des céramiques et autres. Hein. Qu'est-ce que l'on va pouvoir découvrir ? Alors pour Miquel Barcelo, tout est peinture, même
si c'est de la céramique, même si c'est du bronze, tout est de la peinture ou relève de la peinture d'une certaine manière. Et évidemment, on présente des peintures. Il est d'abord peintre, je parle chronologiquement, historiquement, mais évidemment beaucoup de céramique, des broderies, du bronze, des carnets de dessin. Donc il y a une réelle variété d'œuvres qui sont présentées dans l'exposition. C'est aussi un artiste performeur qui a performé sur scène, pardon. C'est aussi quelqu'un qui en a passé des très grandes commandes d'œuvres monumentales, que ce soit pour le marché aux fleurs de Barcelone ou la cathédrale de Palma de Majorque. Donc on essaie de rendre compte de cette variété de matériaux et dans lesquels il excelle, toutes ces disciplines dans lesquelles il excelle véritablement, où il y a une sorte de facilité qui est assez extraordinaire, une immédiateté dans la création. Et donc le parcours de l'exposition propose une remontée depuis vraiment la croûte terrestre des abysses jusqu'à la surface de la mer, en gros, et l'apparition de la figure humaine en creux à travers la pêche, à travers la navigation. Donc c'est tout un voyage exploratoire au cœur de l'œuvre de Miquel Barcelo qu'on propose ici à la Villa Paloma. Vous êtes co-commissaire de l'exposition. Oui. Vous avez voulu faire passer un message à travers cette exposition ? Alors déjà, la beauté du travail de Barcelo, sa force, sa puissance, c'est aussi une figure engagée écologiquement. Je veux dire, c'est quelqu'un qui s'est battu contre la bétonisation de son île. On en reparlait encore ce matin, qui fait partie d'une association pour la défense des espèces de requins en Méditerranée, qui est en voie de disparition à cause de la surpêche. Donc c'est quelqu'un aussi d'engagé, dont le travail lui-même n'est pas militant, mais dont le personnage l'est. Et effectivement, quand il partage ce bestiaire fabuleux qu'on peut découvrir ici à la Villa Paloma, on est soufflé de beauté, donc on a forcément, ça réveille en nous cette espèce de conscience. Et encore une fois, le musée océanographique aussi est impliqué dans ces questions écologiques, la Fondation Prince Albert II également, à travers ses engagements pour la défense et la préservation des océans. Donc évidemment qu'il y a une résonance assez directe avec ces questions-là. Quand on visite l'exposition, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Et la disparition des espèces dans les océans, en mer, la pollution des océans, même si c'est pas au cœur du sujet, s'il est question de faire une exposition écologique, je préfère la faire de cette... Même s'il n'est pas ouvertement une exposition écologique, en tout cas, il en est question forcément, puisqu'on parle du vivant. Oui, le jour où on célèbre la journée mondiale de l'environnement. Je le rappelle, Miquel Barcelo, océanographe, une exposition à découvrir à la Villa Paloma du 7 juin au 13 octobre prochain. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Bonsoir Fabien. Je vous propose de découvrir une très belle exposition photo organisée par la Fondation du Prince Albert II en partenariat avec l'Université internationale SEK. C'est en plein air sur l'esplanade du Larvoto, le concept étant de célébrer la beauté de notre planète tout en sensibilisant sur sa vulnérabilité. Il s'agit de la 4e édition du prix de photographie environnementale de la FPA2. Reportage de Vanessa Dessy et Lionel Bernardi. C'est une célébration de plus à la beauté et à la fragilité de la planète. À travers l'objectif des photographes du monde entier, le prix de photographie environnementale de la Fondation Prince Albert II s'est imposé comme une vitrine incontournable pour les passionnés de la nature. Cette année, le prix a attiré un nombre record de participants. Le succès a été au rendez-vous dès la première année et pour cette 4e édition, nous sommes assez fiers de pouvoir présenter toujours sur la promenade du Larvoto 36 tirages, très grand format, qui était une sélection assez âpre de 2600 photographes qui se sont prêtés au concours cette année, issus de 134 pays. Et j'insiste bien, c'est amateurs et professionnels à chaque fois. Et on a reçu 11 000 photos. Nous avons un jury de grands talents, jury professionnel cette fois-ci, présidé par Alex Mustad. Les photographies soumises capturent une vaste gamme de sujets, allant des majestueux paysages naturels aux scènes de vie sauvage, en passant par des effets visibles du changement climatique et les efforts de conservation entrepris à travers le globe. Les critères d'évaluation incluent non seulement la technique et l'esthétique, mais aussi la capacité de l'image à communiquer un message inspirant. Non retouchée et inédite, chacune des prises de vue raconte une histoire. C'est absolument subjectif, mais c'est justement là où le jury a toujours joué un rôle clé. Lorsque les photographes soumettent leurs clichés, il y a des données techniques extrêmement détaillées qui doivent figurer sur le cliché, notamment les coordonnées GPS. Ce qui nous a permis à plusieurs reprises de devoir rejeter des photographies qui nous semblaient magnifiques, mais qui au final étaient des photographies donc de certaines espèces en danger qui étaient prises, et on l'a su grâce aux coordonnées, dans des zoos, dans des espaces très fermés, aux conditions d'accueil douteuses. Les photographies sont à découvrir jusqu'à la fin juillet sur l'esplanade du Larvoto.
Culture toujours, début juillet, il y aura un double événement qui a été présenté ce matin. La 6e édition de la Monaco Art Week du 2 au 7 juillet avec des œuvres exposées chez plusieurs galeristes dans différents quartiers de Monaco. Et la 8e édition de Art Monte Carlo, Grimaldi Forum, les samedis 6 et 7 juillet. Et nous commençons avec Art Monte Carlo. Nous sommes avec la directrice de ce salon, Charlotte Diwan. Bonsoir. Bonsoir. La 8e édition de Art Monte Carlo, comme je viens de le dire, va se dérouler début juillet au Grimaldi Forum. Que va-t-on pouvoir tout simplement découvrir ? Alors effectivement, nous sommes très heureux de présenter la 8e édition d'Art Monte Carlo qui a lieu donc ce week-end. Nous avons le plaisir d'accueillir 27 galeries internationales de haut niveau, parmi lesquelles des galeries fidèles au salon, des nouveaux venus, ainsi que les galeries installées en principauté qui sont aussi partie prenante au projet. Et qui sont les artistes qui sont représentés par ces galeristes de façon générale ? Alors il s'agit des galeries internationales les plus prestigieuses qui représentent pour chacune d'elles entre 20 et parfois même 80 artistes, donc la sélection est large. Nous avons parmi nos exposants des spécialistes de l'art du XXe siècle, donc plutôt des marchands d'art moderne, mais aussi des galeristes d'art contemporain de qualité. C'est donc une foire à taille humaine de 30 galeries, mais avec une offre à la fois diverse et très riche. C'est ce programme que nous présenterons en termes d'artistes. Je ne sais encore quels artistes seront présentés sur les stands de galeries, mais les possibilités sont nombreuses et très qualitatives. Et sur les autres éditions, alors parce que là effectivement ça sera peut-être une surprise, mais sur les autres éditions, il y a eu de grands noms, de grands artistes des fois qui étaient représentés ? Oui, tout à fait. Il y a eu dans la section des modernes, on peut par exemple parler d'artistes pop comme Andy Warhol ou Tom Wesselmann ou des artistes des années 80 comme Basquiat. On peut parler d'artistes plus modernes, des Italiens notamment comme Boetti, Fontana. Dans la catégorie plutôt contemporaine, on a eu par exemple l'année passée le solo show de Georges Condo avec la galerie Hauser & Wirth en parallèle d'une exposition qui a été montrée au nouveau musée national de Monaco. Et voilà, d'autres galeries contemporaines qui montrent des choses plus actuelles aussi. Vous organisez également la manifestation à Genève, Art Genève. Pourquoi Monaco ? En 8 éditions, vous avez trouvé votre public ? Tout à fait, c'est un projet qui s'est bien installé au cours des 8 dernières années. Notre volonté, c'est vraiment de s'ancrer encore davantage dans l'écosystème existant à Monaco autour du marché de l'art et de la culture. On remarque un vrai dynamisme croissant au terme des dernières années et autour de la scène culturelle et artistique ici à Monaco. Effectivement, on organise un autre salon qui est Art Genève, qui lui existe depuis une douzaine d'années. Et c'était en fait une demande de la part de nos exposants qui pensaient que le marché était aussi très intéressant à Monaco, qui avait des collectionneurs sur place et qui remarquaient également le dynamisme de la principauté en termes d'art et de culture. On a un retour sur la manifestation depuis 8 éditions. Les visiteurs achètent. Alors le meilleur indicateur, c'est les galeries qui reviennent. On peut dire que les galeries sont assez fidèles à l'événement, que d'autres galeries reconnaissent, veulent participer, reconnaissent le potentiel et l'attrait de Monaco pour leur programmation. Cet indicateur-là, cette demande-là que nous recevons de la part de galeries internationales du monde entier qui exposent sur d'autres foires comme Art Basel, veulent venir à Monaco et je pense que c'est un signe très positif pour le même potentiel futur de développement pour la foire. On a un ordre de prix, ça va de combien à combien ? C'est abordable ou c'est pour une niche très particulière ? Alors la diversité de la programmation de la foire nous permet d'avoir aussi une diversité en termes de tarifs. Nous, ce qui nous importe le plus dans la sélection qu'on fait pour la foire, c'est la qualité des projets présentés, que ce soit des projets de galeries contemporaines qui représentent des artistes très jeunes
et plus accessible, ou des marchands d'art modernes qui présentent vraiment des chefs-d'œuvre sur la foire. Ce critère de sélection qui est la qualité des projets nous permet d'avoir aussi une sorte d'offres diverses et diverses en termes de prix aussi. La 8e édition d'Art Monte Carlo se tiendra donc les samedis 6 et dimanche 7 juillet au Grimaldi Forum, de 14h à 18h pour samedi et de 14h à 20h pour dimanche. Merci Charlotte Diwan. Merci à vous. Comme je l'ai dit en préambule, en parallèle d'Art Monte Carlo, la 6e édition de la Monaco Art Week se déroulera du 2 au 7 juillet et sera ponctuée par des expositions uniques et des rendez-vous à travers une dizaine de galeries et maisons de vente réparties sur différents quartiers de la Principauté. L'objectif, mettre en valeur la scène artistique à Monaco. Ce format permet de faciliter l'accès aux expositions en encourageant chacun à explorer le paysage culturel monégasque. Je vous propose d'écouter sa présidente, Louise Greter. On est maintenant 19 participants, avec 3 participants nouvelles cette année. Donc Monaco Art Week s'était fondé au début pour promouvoir la place de la Principauté dans le domaine de l'art. Et chaque année, on devient de plus en plus forte. Cette année, on fait la conférence de presse avec Art Monte Carlo, que c'était une foire formidable à Monaco. Très bien de collaborer dans la Principauté et on est ravis de... Musique en bref, l'association chrétienne Impact Monaco Rising, IMR, a organisé pour la première fois un concert de louanges. C'était gratuit au Théâtre des Variétés ce mardi, concert interprété par Sébastien Geoffroy et Anne-Clémence Rouffet. Un rendez-vous pour la bonne cause. Mission Enfance organise à Braderie les 13 et 14 juin de 10h à 18h au 19 avenue des Papalins. Braderie au profit des enfants du Burkina Faso. On change de sujet. Hier a eu lieu le concours de mixologie à l'Hôtel Métropole, un concours de cocktails, pour faire simple, organisé par l'équipe de distillerie et domaine de Provence. Un événement qui permet à différents barman de la Principauté et ses environs d'avoir une reconnaissance de leur travail. Reportage. Le Rinquinquin est mis à l'honneur. Ce vin blanc du Luberon a pour particularité d'avoir macéré plusieurs mois dans les pêches de Provence avec des feuilles de pêcher. Bien plus qu'un métier, faire des cocktails est un véritable art. Pour ce 3e concours de mixologie organisé par la distillerie et domaine de Provence, ils ont choisi la Principauté. Voilà le Rinquinquin. Le tirage au sort détermine l'ordre de passage des candidats. Chaque candidat a un quart d'heure en fait. Il a un temps de préparation. Ensuite, il a un temps de présentation de son cocktail. Et après, il y a la dégustation par le jury. Et voilà, ensuite, après, on passe aux candidats suivants. Et à la fin, on aura une délibération du jury et qui donnera son classement. Les 7 candidats se sont enchaînés pendant 2 heures. Chacun avec sa propre recette. Ils ont épaté le jury présent devant eux. Bien plus que le goût, c'est tout l'univers autour du cocktail qui est jugé. Côté le shaker qui est utilisé pour la plupart, il y a aussi le verre à mélange, ensuite il y a tout simplement versé dans le verre, la manière de le verser. On a vu un candidat qui a fait vraiment œuvre de brio en mettant le liquide de manière très élégante dans le verre. Et après c'est aussi l'histoire qui est racontée. Quand on est client, on aime bien que l'histoire soit belle et en général c'était des produits de Provence qui étaient mis en avant, mais aussi tout un cursus en passant de Grasse, en passant par le citron de Menton, toute la région qui était mise en valeur et même Monseigneur qui à un moment donné a été mis à l'honneur sur un cocktail avec un produit typique de Monaco. Après délibération, le jury a rendu son verdict. Le gagnant a proposé un véritable voyage gustatif. J'ai travaillé le gin douce de la distillerie de Provence avec le persipien, qui est un dessert qui nous accompagnait pendant notre jeunesse. C'est une pêche vidée de sa poulpe. Travailler avec des amaretti, du cacao amer et des liqueurs. Et moi, j'utilisais le Rinquinquin. Donc, avec une cuisson sous vide, j'ai transformé le gin et j'ai capturé l'essence de ce dessert pour donner une nuance très légère de cacao amaretto au cocktail. Ensuite, le voyage de la pêche, qui est né en Piémont. Elle a traversé les montagnes. Elle est arrivée à Menton, donc les portes de la Provence. Et bien sûr, le citron de Menton IGP. J'ai fait un cordial de citron, donc les peaux à contact avec le sucre. On a extrait toutes ces huiles essentielles
Après le voyage de la pêche, elle continue jusqu'à la partie ouest de la Provence, donc la verveine de Grasse, utilisée en cosmétique aussi, où je fais un infuse et je l'ai mélangé avec un autre infuse fait avec les feuilles et la pulpe de la pêche de vigne. J'ai corrigé les cocktails avec une solution saline, mon tribut à la mer et aussi pour balancer le sucre dans les cocktails. Le tout servi dans un verre en forme de pêche qu'il a créé avec du silicone alimentaire et de la cire d'abeille qu'il a déposé dans un panier parfumé d'un spray de lavande provençale. On en a l'eau ou plutôt le rinquinquin à la bouche, mais je me dois quand même de vous rappeler que c'est à consommer avec modération. Le point sur vos prévisions météo avant de se quitter avec Yannick Debevert. Qu'allez-vous nous annoncer pour jeudi ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Ce jeudi sera la copie conforme de ce mercredi, à savoir une journée nuageuse dans l'ensemble mais douce au niveau des températures. Il faudra compter 18 degrés au lever du jour et 23 pour la maximale. Le soleil se couchera à 21h10 et en ce jeudi 6 juin, il faudra souhaiter une bonne fête à tous les Norbert et puis surtout, le 6 juin 2024 marque les 80 ans du débarquement des forces alliées sur les plages de Normandie, une opération cruciale dans le dénouement de la Seconde Guerre mondiale. Et oui, le débarquement qui a permis de changer favorablement le cours de l'histoire. Merci Yannick. Nous vous en avons parlé dans ce journal, la 4e édition du prix de photographie environnementale de la Fondation du Prince Albert II sur l'esplanade du Larvoto. Ce sont des clichés pris par Stéphane Nalla. Allez, on ne se quitte plus, on se retrouve demain à 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt, au revoir.